merci à vous toutes et à vous tous de m'accueillir. C'est une expérience qui est très enrichissante pour moi et j'espère qu'elle le sera également pour vous. Donc je vais vous présenter dans un premier temps un condensé du programme de Jean-Luc Mélenchon et dans un second temps on abordera la thématique du handicap puisque je suis une des co-auteurs du livret. Donc la France Insoumise, c'est un groupe citoyen d'hommes et femmes qui veulent une autre politique pour la France. Insoumis veut dire qu'on refuse d'obéir à tout sans rien dire. Les personnes qui ont rejoint la France Insoumise ont réfléchi et ils ont écrit ensemble un programme politique pour répondre aux besoins des citoyens. C'est une façon de faire de la politique. Tout le monde participe. Les citoyens ont beaucoup de besoins dans leur vie de tous les jours et pour faire attention à la planète. Si les hommes consomment toujours plus, ils détruisent la planète. Les citoyens veulent plus de démocratie, c'est-à-dire qu'ils veulent décider eux-mêmes de leur avenir, qu'ils veulent pouvoir renvoyer quelqu'un qui est élu et qui ne fait pas ce qu'il avait promis. Mais ce n'est toujours pas possible dans la République d'aujourd'hui, la 5e République. Les Insoumis veulent faire une nouvelle République, la 6e République, pour changer la vie politique française. Les Insoumis veulent pouvoir renvoyer les élus qui ne se comportent pas comme il faut, veulent rendre le vote obligatoire et veulent permettre de voter dès 16 ans. En ce moment, la vie des Français est devenue difficile. Il manque du travail, de l'argent, des logements, des moyens pour être bien soignés, et il y a beaucoup de pauvres. Les riches sont toujours plus riches, les pauvres sont toujours plus nombreux. Il faut faire une politique qui protège les plus faibles et qui partage la richesse. Les deux derniers présidents de la République ont fait une politique austéritaire, c'est-à-dire qu'ils veulent faire des économies sur tout ce qui touche notre vie de tous les jours. Ils suppriment des postes de professeurs, des postes d'infirmières, des bureaux de poste, des trains, le remboursement des médicaments et d'autres choses. La vie est toujours plus chère, mais les salaires et les pensions ne bougent pas. La France Insoumise veut faire le contraire. Elle veut dépenser 100 milliards d'euros pour créer des emplois, créer des lieux de soins, augmenter les remboursements de la sécurité sociale pour les soins, les lunettes et les dents. En fait, ce sera une sécurité sociale à 100% qui remboursera tous les soins qui seront prescrits par les médecins. Elle veut augmenter le SMIC avec un salaire minimum, donc ce sera une augmentation de 150 €, et veut augmenter l'AAH au même niveau que le SMIC et permettre que même en couple, on touche tout l'AAH. La France Insoumise veut mettre la priorité sur l'école et l'hôpital, remettre la retraite à 60 ans, conserver la semaine de 35 heures de travail et donner une semaine de congés payés de plus par an. La planète est en danger. La France Insoumise veut la règle verte. La règle verte, c'est ne pas prendre à la nature plus que ce qu'elle peut nous donner. Changer notre façon de consommer, produire ce qui est nécessaire, lutter contre la pollution qui rend très malade, ne plus utiliser des centrales nucléaires et ne plus utiliser le gaz et le pétrole. Mais utiliser l'énergie propre et qui ne s'épuise pas, comme l'énergie du soleil ou l'énergie de la mer. Il faut fabriquer les produits que nous consommons en France. Il faut une agriculture faite par des paysans et pas comme dans des usines avec des animaux enfermés dans des hangars et qui ne voient jamais la nature. La France Insoumise veut la paix dans le monde. Elle ne veut pas de guerre ni de terrorisme. La France Insoumise ne veut pas être obligée de suivre les Américains dans les guerres. Donc, je vais vous parler du handicap. Donc, vous savez qu'on vit au pays des droits de l'homme et du citoyen. Et la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Partant de ça, on peut dire que ce n'est pas vrai pour tout le monde. Et que les personnes en situation de handicap n'ont pas accès à la même citoyenneté que les autres. Elles n'ont pas les mêmes droits. Donc nous, ce qu'on veut, c'est rétablir la dignité des personnes en situation de handicap et qu'elles puissent avoir les mêmes droits que tous les citoyens. Le droit à l'éducation, le droit au travail, le droit à la santé, le droit de pouvoir se loger, de se déplacer, de consommer, enfin voilà. C'est tous ces droits-là qu'on veut rétablir
Et donc c'est pour ça qu'on a fait un livret thématique qui s'appelle « Instaurer la citoyenneté pleine et entière ». Et pour nous, ce n'est pas le handicap qui handicape les personnes, mais la société qui les handicape parce qu'elle ne s'adapte pas à nous. Donc nous, ce qu'on veut, c'est lutter contre tous les obstacles qui font que les personnes ne peuvent pas avoir les mêmes droits que les autres. Et donc, quand on a travaillé sur le livret, ce qu'on a voulu faire aussi, c'est travailler avec les économistes pour que toutes les mesures qui soient contenues dans le livret, on puisse les faire pendant le quinquennat. Et ce qu'on veut, c'est avoir une politique interministérielle. C'est un gros mot, mais interministérielle, ça veut dire que dans tous les ministères, on prenne en compte la situation des personnes en situation de handicap. Donc au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, au niveau du logement, au niveau du travail. Je vous interromps parce que carton orange, quinquennat. Quinquennat. Alors le quinquennat, c'est le président, il est élu pour 5 ans. Et donc avant c'était septennat pour 7 ans, maintenant on dit quinquennat pour 5 ans. Désolé. Et donc pour ce livret, on a plusieurs propositions et 8 grands axes. Le premier, c'est prévenir le handicap. Donc c'est s'assurer avec la médecine du travail. Donc, vous savez, c'est l'organisme de contrôle qui permet d'éviter qu'il y ait des accidents. Et donc si on peut éviter des accidents, il y aura moins de situations de souffrance. Le deuxième, c'est assurer le droit à l'éducation. Il y a 20 000 enfants aujourd'hui qui ne vont pas à l'école alors que l'éducation est obligatoire. Donc c'est comment on fait pour que ces enfants aillent à l'école et comment on fait pour que tous les enfants puissent avoir accès à l'école. Le troisième, c'est garantir le droit à l'emploi. Les personnes en situation de handicap sont lourdement touchées par le chômage. Et comment on fait justement pour leur permettre de travailler comme les autres. La quatrième, c'est permettre l'accessibilité partout. On a voté en France une loi en 2005 pour l'accessibilité. On est en 2017 et il n'y a pas grand-chose qui a changé. Donc c'est à un moment donné comment on tape du poing sur la table pour rendre la société accessible. Après, c'est garantir un niveau de vie décent, donc je reviendrai dessus, mais c'est au niveau de l'AAH, c'est vrai que les personnes qui touchent l'AAH sont en dessous du seuil de pauvreté. Elles ont beaucoup de frais du fait de leur handicap. Tous les équipements pour les personnes handicapées coûtent excessivement cher et on les maintient comme ça dans une situation où elles ne peuvent pas faire ce qu'elles veulent. Elles ont aussi le droit à aller accéder à la culture, au sport, aux loisirs. Et donc c'est pour ça que nous, on veut mettre l'AAH au montant du SMIC, de façon à permettre aux personnes en situation de handicap de pouvoir vivre une vie digne comme les autres. L'autre point, c'est répondre aux besoins quotidiens de l'accompagnement. Quand on est en situation de handicap, on a besoin d'être accompagné, et pour ça, il faut qu'on ait un accompagnement qui soit adapté, c'est-à-dire qui corresponde aux besoins de la personne. Et comment on fait pour garantir tout ça? Donc ça, c'est un autre volet du livret. Ensuite, c'est faire face aux situations de vulnérabilité, parce que quand on est en situation de handicap, on est un peu plus vulnérable que les autres. Et donc, comment on peut corriger tout ça? Et ensuite, c'est faire l'égalité politique. Je ne sais pas si vous connaissez beaucoup d'hommes et de femmes politiques en situation de handicap. Moi, j'ai beau chercher, j'en vois pas beaucoup, quoi. Donc c'est comment on fait aussi pour devenir, cesser d'être cette minorité invisible qu'on ne voit pas. Donc ça, je vais y répondre également. Ça va, il me reste 9 minutes, je suis largement dans le temps. Donc la scolarité, c'est un droit fondamental et constitutionnel. Alors qu'est-ce que veut dire ce gros mot? Ça veut dire qu'on a signé, la France, les droits de l'homme et du citoyen, les droits de l'enfant, et que dans tout, et on a des textes de loi qui précise que l'éducation, la scolarité est obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. Sauf que, il y a des personnes à qui on refuse ce droit à aller à l'école, et ça ne peut plus durer. On veut aussi se mettre, alors il y a des accords internationaux de l'ONU qui ont été signés sur le handicap. La France les a signés et elle ne les applique pas.
elle les viole régulièrement. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est une application stricte de ces accords internationaux qui permettront à toutes les personnes en situation de handicap d'être des citoyens comme les autres. Donc pour la scolarité, ce qu'on souhaite, c'est former les enseignants au handicap de façon qu'ils soient en mesure de pouvoir répondre aux besoins de chaque élève. Créer des classes Ulysse, donc ça c'est des classes qui sont passerelles, mais il n'y en a pas beaucoup en France et pour l'instant elles ne jouent pas assez leur rôle de passerelle. Passerelle, ça veut dire passer d'une scolarisation spécialisée à une scolarisation classique. On veut ouvrir les RASED, un gros mot, un sigle, ce sont les réseaux d'aide aux enfants en difficulté. C'est des réseaux qui ont été fermés par M. Sarkozy et qui permettaient de pouvoir détecter assez vite les enfants qui avaient des difficultés, des troubles et de pouvoir les aider. Et donc ça permettrait justement qu'on puisse éviter aux enfants de se retrouver en échec scolaire et puis de ne pas avoir une insertion professionnelle derrière comme il faut. On veut aussi, alors là je vais employer un mot, je vais avoir un carton jaune qui va se lever, décloisonner le secteur de l'éducation nationale et le secteur médico-social. Super, j'ai un jaune là-bas. Alors décloisonner, ça veut dire en fait que vous avez d'un côté l'éducation nationale et de l'autre vous avez le secteur médico-social et que ça ne communique pas bien entre les deux. Donc ça veut dire que vous avez un enfant quand il est suivi dans le secteur médico-social, qu'il est pris en charge dans un établissement spécialisé, il est dans cet établissement spécialisé, c'est très compliqué derrière de revenir à l'éducation nationale. Nous on veut, c'est qu'il y ait de la communication entre les deux, de façon à permettre aux enfants, quand ça va mieux et qu'ils sont capables de retourner à l'école classique, d'y aller et vice-versa. Qu'il y ait des va-et-vient, que ça communique et que les gens se parlent. Il faut aussi qu'on crée des postes d'auxiliaires de vie scolaire. Ce sont des femmes, parce que c'est souvent des femmes, qui vont accompagner les enfants et les aider à réussir leur scolarité. Mais il n'y en a pas beaucoup, elles sont mal payées, elles ne sont pas formées. Donc nous, ce qu'on veut, c'est qu'elles soient titularisées dans l'éducation nationale, c'est-à-dire qu'elles soient embauchées par l'éducation nationale, qu'elles puissent être formées et qu'elles aient un salaire qui soit correct. On ne vient pas en aide aux personnes en difficulté. Quand on est soi-même en difficulté, c'est compliqué. Et on veut aussi qu'on prenne en compte l'inclusion. Ça veut dire le fait d'accueillir des enfants en situation de handicap dans le calcul des effectifs de la classe. On ne va pas accueillir un enfant dans de bonnes conditions quand il y a 30 élèves. On va l'accueillir dans de meilleures conditions quand il y en a 15, 16, 17. Et en fonction des besoins de l'enfant, on va s'adapter justement pour que le nombre de la classe ne soit pas un obstacle. On veut un bien-être et une participation sociale. Alors, ce qu'on souhaite, c'est faire de la femme en situation de handicap une urgence politique. Quand on est femme en situation de handicap, l'accès aux soins, à la santé, à la maternité, à la vie de famille, à une formation et un emploi sont vraiment des obstacles quotidiens qui sont encore plus aggravés pour les femmes. Donc ce qu'il faut, c'est qu'on puisse leur permettre d'être femme, maman et de pouvoir travailler. On veut aussi créer les conditions d'un débat républicain autour de la vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap. Et y intégrer une réflexion sur la parentalité, le fait d'être parent quand on est en situation de handicap. Et ça, c'est vrai que c'est encore compliqué dans la société actuelle. C'est compliqué quand on est en situation de handicap et qu'on doit aller chez un gynécologue ou un spécialiste et qui n'est pas formé. Donc ça suppose une formation de tous les acteurs de la santé aussi. Parce que le handicap, souvent, freine à l'hôpital, parce que les personnes ne sont pas formées, ne savent pas comment faire, et ce qu'on souhaite, c'est qu'il n'y ait plus de frein, et qu'on soit soigné comme les autres. On veut faire l'égalité politique, alors du coup je vous remercie encore de m'avoir invité, parce qu'on veut rendre véritablement accessibles les élections. Alors c'est les meetings, les programmes, le matériel, je pense notamment aux personnes qui sont aveugles. Le bulletin de vote, il n'est toujours pas en braille, et donc elles sont obligées de faire confiance à quelqu'un pour aller voter.
Donc, voilà. Donc du coup, elles ne peuvent pas assumer leur citoyenneté de façon totale. C'est comme si vous votiez par procuration et que la personne décidait de vous faire une farce et qu'elle mettait le bulletin dans l'urne d'un autre candidat. C'est la même chose. La personne qui est mal ou non-voyante est obligée de faire confiance à quelqu'un et ça, c'est pas entendable. Et donc c'est pour ça que nous, on a commencé là, à travailler justement sur le facile à lire et à comprendre. C'est un exercice qui est très intéressant. Et je vous en remercie d'ailleurs. C'est important que les personnes en situation de handicap secouent un peu les politiques parce que ça leur fait du bien d'être secoués. Et pour ça, il faut aussi que les médias rendent accessibles les débats. Parce que si nous, les candidats, on rend accessibles les meetings, les programmes, encore faut-il qu'à la télé, les débats le soient également. Et ça, c'est compliqué encore. Donc pour le niveau de vie, je vous l'ai dit, ce qu'on veut, c'est vraiment qu'on en finisse avec le prix de l'amour. Alors le prix de l'amour, c'est un scandale. C'est quand vous avez une personne handicapée qui est en couple avec un valide qui travaille, il n'y a plus d'AH. Et souvent, ce qui se passe, c'est que la personne handicapée finit par se retrouver toute seule. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est que l'AH soit à taux plein et que ce soit séparé des revenus du conjoint. Je passe vite parce qu'il me reste 2 minutes. Je papote. Ce qu'on veut aussi, c'est créer des établissements médico-sociaux, donc des centres adaptés aux personnes qui ne peuvent pas rester chez elles, mais des centres à taille humaine, avec la présence obligatoire d'éducateurs et en nombre, et que ces centres appliquent les recommandations de la Haute Autorité de Santé sur la bientraitance. C'est-à-dire que les personnes puissent vivre dignement, être bien traitées. Et on veut en finir avec l'exil belge. Alors vous n'êtes pas loin de la frontière, donc ça va encore, c'est pas trop loin. Mais il faut savoir qu'il y a des personnes en situation de handicap du sud de la France qui sont obligées d'aller en Belgique, de quitter leur famille, et que ça crée des drames humains. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que les centres soient à proximité des familles pour éviter des déchirements et puis des situations terribles. Vous pouvez préciser exactement. L'exil, c'est quand on est obligé de quitter la France pour être accompagné et du coup on est obligé de quitter ses proches, l'endroit où on a toujours vécu. Et un exil, c'est toujours douloureux. Ça fait mal de partir vers quelque chose qu'on ne connaît pas, de se retrouver tout seul avec des gens qu'on ne connaît pas. Donc voilà. Et je pense que j'ai fini, il me reste 4 secondes. Un grand merci.